À tous dans cette série d'émissions dédiées aux personnalités africaines qui ont marqué ou qui marquent encore par leur engagement, par leur charisme ou par une ascension fulgurante la société et l'histoire du continent noir. Ce sont les héros et héroïnes d'Afrique. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans les grands royaumes de l'Afrique de l'Ouest du 19e siècle. Des grands États bien organisés qui ont fait le bonheur de ses habitants pour leur stabilité, leur richesse et une grande admiration pour tous les étrangers qui l'ont visité, qui sont restés admiratifs de l'harmonie du pays. Ce descriptif se prolonge par un fait culturel à la grandeur des royaumes de l'Afrique de l'Ouest sur la richesse et la générosité qui présidaient aux fêtes et faisaient l'admiration des visiteurs de la cour du royaume. Ces fêtes, à la fois d'intronisation et de funérailles, ont une dimension nationaliste. Ce puissant royaume est fondé par la dynastie des Oued Baja, qui va donner une lignée à 3 branches qui correspondent à 3 enfants. Akaba, Agadja, Tassiangbe, la seule femme. À leur suite, viendront à la succession Tekbessou, Pingla, Agonglo, Adondozan, Gezo et Glélé. Ces rois vont créer et façonner un jeune prince à l'exercice du pouvoir. C'est lui qui fera connaître la puissance souveraine du royaume par ses actions extraordinaires et héroïques. Une vraie épopée. Vous l'aurez reconnu, il s'agit bien sûr du prince Kondo qui deviendra le grand roi Béhanzin, surnommé le roi requin. Le roi Béhanzin est né de Glélé, son père, et de Nan Zévoton, sa mère. En effet, sa grossesse a été confiée par son père Glélé au cousin de son grand-père Gezo, Adonozan. Ce dernier a fait un rituel avec le nouveau-né lié à la vipère, d'où son petit nom Kondo, qui est le diminutif de Amananu Djatpata, Mondokodo, Bonsea. Quand la vipère veut mettre bas, elle choisit un endroit où elle est à l'aise et fixe un croupion qui est dans son ventre au sol. Elle ne se déplacera plus jamais de cet endroit où elle expulse la poche qui libère les vipereaux. Le roi est né pour rester, le plus longtemps possible. C'est la volonté du roi Adondozan. Tous les autres prénoms sont venus après, comme Aokponu. En 1875, une maladie emporte son demi-frère Aonzo, héritier direct du trône d'Abomey, capitale du royaume. Aokponu est désigné par son père, le roi Glélé, comme le futur héritier sous le nom de prince Kondo. Il n'est pas le seul fils du roi, il n'est même pas l'héritier direct du trône, mais les événements ont fait que l'homme est devenu incontournable par sa rectitude, ses connaissances de la science, de la géomancie, des plantes, du fa et du calendrier de 9 jours de la semaine. Adondozan forge le caractère du jeune garçon. Il lui apprend l'art de la guerre et sera souvent envoyé sur le front à la tête des troupes d'élite sans soupçonner qu'il montera un jour lui aussi sur le trône. Le 26 février 1885, avec le traité de Berlin, les Européens vont se partager l'Afrique. Le colonialisme est triomphant. Les Français, avec peu de moyens militaires au départ, ont mis en place une stratégie et entreprendront progressivement la conquête du Dahomey par les royaumes côtiers. Les relations entre la France et le royaume du Dahomey se dégradent encore plus lorsque le roi malade confie la gestion du royaume au prince Kondo. Pour trouver une solution au malentendu, le gouverneur français Jean-Marie Bailleul tente de négocier avec le prince Kondo au mois de novembre 1889. C'est l'avenir des relations qui est en jeu. Mais faute d'accord, la mission est un échec. Bailleul fait occuper Cotonou et y installe un poste de commandement opérationnel. Les représentants du roi du Dahomey protestent. Le gouverneur les fait arrêter et les livre à Tofa, roi de Porto Novo, qui est l'allié, servile et un commandant avec qui la France a signé un traité de protectorat. Au palais royal, le prince Kondo accuse le coup sans réagir, du moins pour l'instant. Et pour cause, le roi Glélé vient de mourir. Le ciel s'est assombri soudain à Abomey. Ce 30 décembre 1889, le roi Glélé s'est éteint à 75 ans, au terme de près de 40 années de règne. Laissant derrière lui un royaume affaibli et à sa tête un héritier sacré roi avant même de le devenir.
Le prince Kondo est couronné le 6 janvier 1890. Il s'appellera roi Béhanzin, ce qui signifie « l'univers tient l'œuf dont la terre en mesure la valeur ». Il choisit pour emblème un requin et pour double le léopard, ce qui traduit son besoin d'incarner la force et la puissance pour exprimer sa détermination et contrôler les territoires du royaume. Message fort adressé au gouverneur Jean-Marie Bailleul. En représailles à la prise de Cotonou par la force, le roi Béhanzin fait arrêter des otages blancs à Ouidah. Parmi eux se trouve le révérend père Alexandre d'Orgerès. Ces prisonniers seront conduits et internés à Abomey. Le 3 mars 1890, c'est la déclaration de guerre. Les guerriers d'Abomey attaquent les troupes françaises à Zobo, à la lisière nord de Cotonou, en bordure du lac Nokoué. Béhanzin fait placer des milliers d'hommes en armes bien dissimulés sur les rives. L'attaque surprise sur la marine est très meurtrière. Ce nouvel échec provoqua la chute du sulfureux Jean Bailleul et de Sébastien Thérillon. Mais leurs successeurs, toujours aussi passionnés par la guerre, lancèrent de nouvelles attaques. Béhanzin riposta, cette fois-ci en attaquant dans la vallée de l'Ouémé un territoire porto-novien à Tchoukpa. La défaite infligée aux troupes françaises, bien que aidée des guerriers de Tofa, fut cinglante. La bataille terminée, Béhanzin se servit des otages français enlevés à Ouidah et emprisonnés à Alada pour faire une trêve. De son côté, Béhanzin réorganise son armée. Il se lance dans des achats d'armes auprès des Allemands par l'intermédiaire d'un commerçant togolais à Diavon pour accroître sa puissance de feu. Les escarmouches sont incessantes. La reprise de la guerre est dans tous les esprits. L'armée de Béhanzin attaque dans la région de Grand Popo. Voyant la résistance s'intensifier, la France dépêche un militaire chevronné, le colonel Alfred Amédée Dodds, un métis franco-sénégalais. Il débarque à Cotonou avec 7 compagnies d'infanterie de 15 000 hommes, dont 800 légionnaires et un escadron de spahis sénégalais de Saint-Louis du Sénégal. Sa mission est claire, conquérir le Dahomey quoi qu'il en coûte. Le colonel entreprend d'abord de bloquer tout ravitaillement en armes de Béhanzin par la mer. Puis, le colonel Dodds rejoint les troupes françaises regroupées à Sakété et ordonne de reprendre Afamé et Dogba. Le roi innove en utilisant pour la première fois dans une armée moderne des abeilles téléguidées qui feront office de drones pour neutraliser les colonnes du colonel Dodds. Il introduit aussi le camouflage. Ces troupes se transforment pour se fondre dans l'environnement à l'approche des troupes ennemies. L'armée de Béhanzin comptait des milliers de soldats, dont 4500 femmes surentraînées appelées à tort Amazones. Ces femmes, qui suivent un entraînement militaire exceptionnel, sont des Awangansi, aussi appelés Agodje, qui veut dire « dégage-toi de moi ». Aucun homme n'arrive à les maîtriser. C'est la seule armée permanente dans le Dahomey. Lorsque les Français réattaquent le pays, la détermination des femmes du Dahomey est telle qu'elle cause une perte immense aux soldats du colonel Dodds. Le colonel battu militairement imagine une autre stratégie, ou plutôt une ruse. Il propose au commandant en chef de l'armée, le roi Béhanzin, d'arrêter les hostilités et de signer la paix suivie d'un traité. En 1890, une trêve est observée entre les deux camps. La guerre reprend en 1892 et s'est caractérisée par une série de défaites de l'armée du Dahomey, dont la plus importante a été celle de Cana, avec l'entrée des troupes françaises dans Abomey en flammes le 17 novembre 1892. L'armée de Béhanzin était mise en difficulté à cause de la technologie militaire française. Avant la bataille de Gao, le roi a fait 14 mois de maquis pendant lesquels il était pourchassé par les troupes de Dodds sans succès. Il est passé dans des localités qui portent jusqu'à présent le nom lié à des incantations qu'il a prononcées pendant ses passages. Il s'agit de Nontié-Digbe, Ségoun, Lo, dans la commune de Didia, pour ne citer qu'elle. Le roi Béhanzin refusa dans un premier temps de signer quoi que ce soit avec un guerrier qui n'est pas de son rang. D'où une deuxième proposition de négociation pour faire signer les traités en France avec le président Sadi Carnot, ce qui n'était autre chose qu'un second traquenard, une ruse de plus pour emmener le roi à adoucir sa position et l'ardeur de ses combattantes afin de mieux pénétrer le territoire et éloigner ainsi le roi de ses troupes et de son pays. C'est ce qu'exprime le prince Wanilo dans son journal. La rencontre avec le colonel Dodds fut émouvante, mais quand le colonel voulut serrer sa main, Père refusa. Il préférait avoir affaire à Dieu qu'à ses saints. Après avoir échappé à tous les traquenards, pièges et autres colonnes dites volantes, Père était impatient d'aller conférer avec le président Sadi Carnot en personne. Ce témoignage du prince Wanilo vient démontrer la controverse sur l'issue de la guerre contre le royaume du Dahomey, poussant les Français à recourir aux négociations de paix par des traités qu'ils n'ont jamais respectés.
Comme dans le cas d'Haïti, où Toussaint Louverture a été tiré par ruse vers la France et n'a jamais vu le roi et fut détenu au fort du Joux dans le Jura pour y périr. La même stratégie est utilisée dans le cas du roi Béhanzin, pour le ramener à la Martinique en lieu et place de Paris pour la signature d'un traité illusoire. Le 11 février 1894, embarque à bord du croiseur le Second, le roi Béhanzin et une délégation de 11 membres de sa famille et de sa garde rapprochée. Plus d'un mois après, ils arrivent à la Martinique, le 30 mars 1894, et résideront au fort Tartonson, puis dans une résidence surveillée sur les hauteurs de Fort-de-France. Malade et affaibli, le roi quitte la Martinique en 1906 après d'incessantes demandes pour rejoindre sa terre natale, toutes refusées. Le gouvernement français ne voudra jamais que l'ex-roi puisse regagner son pays où son souvenir paraît sans doute trop présent. Béhanzin et sa famille bouclent une nouvelle fois leurs valises et quittent l'île. Ils partent à bord du paquebot le Martinique, mettant le cap vers Bordeaux. Le 17 avril 1906, Béhanzin arrive pour la première fois en France. Pour son ultime voyage, ce sera à Alger et non à Beaumais. Il s'installera à Blida, qui sera sa dernière résidence. Béhanzin meurt le 10 décembre 1906, loin de sa patrie, inhumé au cimetière Saint-Eugène d'Alger. En 1928, sous l'assistance notamment de son fils Wanilo, ses cendres retournent à Abomey, dans l'ancien palais de Djimé. Ses fidèles et ses partisans en deuil depuis 1894 lui font des funérailles grandioses, malgré les restrictions imposées par l'administration coloniale. Telles furent la vie, la bravoure, la résistance et le martyre de Béhanzin. Tout un peuple se reconnaît en lui et la République du Bénin le considère à juste titre comme un héros national. Ainsi s'achève l'histoire extraordinaire du roi Béhanzin, le résistant à la colonisation française. Nous attendons bien sûr vos réactions sur les réseaux sociaux de la chaîne. Je vous retrouve la semaine prochaine pour l'histoire d'un autre personnage tout aussi passionnant.